Donc l'architecture microchip, là on va parler vraiment de la partie matérielle. La partie soft, on la reverra un petit peu après. Mais quand même, il y a une trame commune entre ce chapitre-là et celui qui suit. C'est ce qu'on appelle l'ISA, d'accord, l'Instruction Set Architecture. Encore une fois, les instructions et le matériel sont liés. D'accord. Le matériel, c'est des fonctionnalités que vous pouvez réaliser, qui sont accessibles par les instructions logicielles. Okay. Si l'une ou l'autre de ces deux composantes, logicielle ou matériel, est absente, ça ne sert à rien d'avoir l'autre. Okay. Donc, microchip, donc ça date un petit peu, quoique non, ce 2021, c'est pas si vieux que ça. En gros, voilà, vous avez les industries principales de semi-conducteurs. Alors, il y a Samsung, il y a Intel en premier, il y a TSMC en troisième. À noter que TSMC, c'est juste une fonderie. Voilà. Ça veut dire qu'ils ne conçoivent pas, ils fabriquent juste. Et par opposition à Qualcomm et Nvidia, par exemple, qui eux ne fondent pas, mais conçoivent juste. Donc, typiquement, par exemple, Qualcomm et Nvidia vont sous-traiter leur fabrication chez TSMC. Parce que Samsung et Intel, ils font eux-mêmes. Ouais, Intel a déjà plusieurs fonderies aux États-Unis. Va en rajouter quelques-unes, comme je disais ce matin. Samsung aussi. Samsung, par contre, je ne sais pas où a ses fonderies. Je pourrais prendre TI, qui lui a aussi ses fonderies. South Korea. ST Microelectronics, qui a ses fonderies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en termes de vendeurs de microcontrôleurs, il y a NXP, Microchip, Renesas, ST. Mais globalement, surtout en version 32 bits, c'est plutôt ST qui est en tête, surtout en Europe. Voilà. Parce que c'est sûrement une entreprise, sûrement parce que c'est une entreprise franco-italienne. A noter par exemple qu'aux États-Unis, un composant qui est hyper utilisé, c'est Renesas, qui est japonais, donc rien à voir. Mais voilà, selon on va dire la culture géographique aussi, on va retrouver une disparité dans la présence des écosystèmes. Alors le microchip du coup, microchip, voilà, on a la gamme PIC qui est leur gamme microcontrôleur. Ils ont même une gamme DSPIC qui est une gamme DSP au final. Ils ont racheté Atmel il n'y a pas longtemps. Enfin il n'y a pas longtemps, c'était 2016. Ça va, c'est pas si longtemps que ça. Et du coup, en achetant Atmel, Microchip est devenu le leader incontesté du 8 bits, puisque voilà, c'était les deux qui se tiraient vraiment la bourre. En termes de gamme, il y a différentes gammes. Vous avez peut-être entendu parler du PIC 16, vous avez entendu parler du PIC 24, parce que vous avez remarqué que le microcontrôleur de programmation sur la Curiosity, c'est un PIC 24, en tout cas pour les anciennes versions. On a du PIC 32. Il n'y a pas longtemps encore, il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans, on travaillait sur du PIC 32 en deuxième année. Donc on faisait système temporel dessus, donc on faisait tourner un petit OS dessus. Et on est passé sur STM32. La raison est simple, STM32 est plus utilisé voilà, que le PIC 32. Et comme je vous l'ai dit, l'idée c'est que vous soyez un petit peu quand même en lien avec le marché. Voilà, donc PIC 18 assez répandu dans le monde du processeur 8 bits. Et STM32 qui est beaucoup plus présent que PIC 32, voilà, c'est pour ça qu'on a fait un switch. Mais des cartes comme ça, j'aurais pu vous les montrer ce matin d'ailleurs, on en a quelques-unes encore dans nos salles. J'imagine, si ça vous intéresse, on peut même vous en donner quelques-unes. Parce que je pense pas qu'on va s'en servir. Donc forcément, voilà, plus on monte en gamme chez PIC, comme n'importe où, et plus on augmente en performance et en fonctionnalité. Par contre, plus ça coûte cher. La logique. Cette figure-là, je vous l'ai déjà montré. Ouais. Okay. On retrouve les 3 éléments principaux d'un microcontrôleur, à savoir CPU, mémoire et périphérique. Okay. Donc on ira faire un petit tour à l'intérieur du cœur du PIC 18. On parlera des périphériques. En fait, on ne va pas trop en parler parce que je trouve que c'est plus pertinent de les voir en TP voilà, que de faire un catalogue en cours. Et on ira faire un petit tour aussi dans les mémoires parce que l'organisation des mémoires, elle est un petit peu particulière, on en reparlera. Ok, donc ça, tout ça, on a vu. Alors, à quoi ça ressemble à quoi ça ressemble le schéma interne? On a le schéma global de la famille qui se trouve à gauche, et le schéma précis du PIC 18F27K40 qui se trouve à droite. Voilà. Donc globalement, on a les mêmes choses. Voilà. C'est juste que ce schéma-là est générique, et ce schéma-là vient préciser. Donc en fait, on va souvent tourner, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec les microcontrôleurs, en tout cas avec le dev sur microcontrôleur. Très souvent, on va tourner avec 2 docks.
une doc qui s'appelle le référence manuel, donc qui lui est plutôt lié à la famille, qui va vous expliquer, voilà, avec la famille PIC18, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et une autre qui va être vraiment la datasheet du composant, qui elle va plus être liée aux caractéristiques physiques. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, mon timer 0, il peut sortir sur cette broche-là et cette broche-là. Voilà. Et souvent, il faut travailler avec les deux pour arriver à vraiment avoir un produit fini. Okay. En gros, vous avez le référence manuel qui vous explique comment ça fonctionne à l'intérieur, et puis la datasheet qui vous explique un petit peu plus précisément pour ce composant-là, comment fonctionnent les interfaces physiques intérieures-extérieures. C'est pas tout à fait vrai, mais ça vous donne déjà un bon ordre de grandeur. Ok, donc on va aller zoomer un petit peu sur ça, notamment en regardant le CPU. Ouais. Il n'y a pas de datasheet où ils font des rappels sur la famille. Si, en fait, souvent déjà dans les datasheets, surtout maintenant en 2025, tu as des liens. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, tu vois, typiquement, la datasheet, je pense qu'elle s'appelle PIC18F X7K40. Parce qu'elle est adaptable au 27K40 et au 47K40. Donc ouais, t'as sûrement des choses comme ça. Enfin, t'as des choses comme ça. Et ouais, Du coup, l'autre dont vous parlez, c'est encore plus large. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, ce qui va faire la différence entre un 27K40 et un 47K40, ça va être quoi? Sûrement la mémoire, en fait, la quantité de mémoire disponible. Par contre, ça veut dire que les broches, les entrées-sorties, ça va rien changer, tu vois. Par contre, à Cherbourg, c'est quoi? C'est un PIC18F 25-20 ou 45-20, c'est celui-là que j'avais en tête. Et ben le 45-20, en fait, je sais pas, moi, il va y avoir un timer en plus, un UART en moins, enfin des choses comme ça, en fait. Donc là, quand c'est vraiment différent, tu commences à avoir des différences de périphériques. Quand tu viens très très proche, ça va surtout être la mémoire qui va changer. Voilà. Ou éventuellement le nombre d'entrées-sorties. Par contre, dans la référence manuelle, quel que soit le nombre d'UART ou le nombre de timers que tu as, ils vont tous être expliqués. Voilà. Et c'est juste que dans tel composant, j'ai ça comme périphérique disponible. Pour savoir comment ça fonctionne, fie-toi aux références, au manuel de référence. C'est ok? Alors du coup, le CPU, à quoi ça ressemble? Le CPU, il est ici. Je vous rappelle les 4 étages, on va dire philosophiques du CPU. Fetch, Jacob, execute, write back. Alors fetch, qu'est-ce que je fais? Chercher. Alors si vous vous souvenez bien, je vous ai dit souvent, quand je demande ça en examen, on me dit réponds chercher. Et c'est pas la réponse que j'attends. Chercher quoi? Ça va chercher quoi? La prochaine instruction. Ça va la chercher où? Dans quelle mémoire? Mémoire flash. Alors flash, en fait, c'est la techno, c'est pas la fonction. C'est ça qui m'embête. Mémoire programme. Et une fois que j'ai cherché, qu'est-ce que j'en fais? Je la ramène dans le CPU. Ok. Donc je vais chercher une instruction en mémoire programme et je la ramène dans le CPU. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé juste une fois de Instruction Register, le registre qui contient l'instruction. Ok. Donc pour aller chercher une instruction en mémoire programme, qu'est-ce qu'il me faut? Un bus qui est capable de ramener cette instruction-là. On est d'accord? C'est un bus 16 bits. Un bus 16 bits. Les instructions sur PIC18 font 16 bits de large. Okay. Pour la plupart. Mais par contre, pour aller préciser quelle instruction je vais chercher, il me faut également un bus d'adresse de la mémoire programme. Donc vous avez un bus d'adresse qui fait ici 21 bits de large, donc 2 puissance 21, ce qui nous fait 4 mégas de mémoire adressable. Ok? Ça fait combien d'instructions? Ouais. Tu peux stocker une instruction? Une instruction, ça fait 16 bits. On va dire 4 mégas... non, j'ai dit quoi? J'ai dit 2 mégas d'espace d'adressage. Je pense que vous vous embêtez. Hein. Vous avez 2 mégaoctets d'espace dans la mémoire, et une instruction, ça fait 16 bits, donc ça fait 2 octets. Une instruction fait 2 octets, vous avez 2 mégaoctets de place. Combien d'instructions vous pouvez caser? 1 méga. 1 méga.
Il faut caser 1 million d'instructions. Ok. Donc jusqu'à 1 million d'instructions. Ok. Ensuite, l'étage d'après, c'est quoi? Après le fetch. Décode. Décode. L'idée, c'est quoi du décode? C'est de router l'instruction, lire l'instruction et de la router au... C'est de comprendre la commande à exécuter. Ouais. Donc c'est de décoder l'instruction pour essayer de comprendre quelles sont les fonctions matérielles que je vais activer plus tard. Ou sur quelles fonctions je vais router mes données. Ok. Ensuite, on a execute. C'est quoi l'idée? D'exécuter l'instruction. Ok. L'instruction va s'exécuter sur des données, hein, généralement. Ok. Et ensuite le write back. Alors du coup, si j'exécute mon instruction sur des données, qui va manipuler des données, et qu'après j'ai le write back, qui va stocker ces données-là, ça veut dire qu'il faut que je puisse accéder aux données. Donc pareil, je vais me retrouver avec un bus de données qui fait 8 bits. Et pareil, je me retrouve avec un bus d'adresse de la mémoire de données qui fait 12 bits de large. Donc ça veut dire que je peux accéder jusqu'à 4 kilooctets. Ok. Et là, du coup, combien d'éléments je peux stocker dans ma RAM? Si ma RAM elle fait 4 kilooctets et qu'une donnée elle fait 8 bits. Elle fait un octet, donc je peux stocker 4000 éléments dans ma RAM. Ok. Alors quand je dis 4000, c'est l'arrondi, hein. En fait c'est 4 fois 1024. Comme là pareil quand je dis 2 mégas, c'est 2 fois 1024 fois 1024. Vous connaissez cette unité, le kibioctet, le mi-bioctet? Ouais. 1 kilooctet. En vrai, on ne devrait pas l'utiliser comme ça. Ce serait 1000. Ok, 1000 octets. En fait, le kibioctet, c'est 2 puissance 10 octets. Donc ça fait 1024. Un mi-bioctet, c'est 2 puissance 20. Un gibioctet, c'est 2 puissance 30. Et donc en fait, c'est pas facteur 1000 à chaque fois, c'est 1024 fois 1024 fois 1024. Okay. Voilà. Des fois, vous avez des... vous pouvez regarder d'ailleurs si vous ouvrez un fichier sur votre PC, vous regardez la taille, vous avez la taille complète en octets. Vraiment version longue, et vous avez la taille avec l'unité, genre gibioctet ou voilà. Ouais. Vous vous rendez compte qu'il y a un décalage, quoi. Ouais. Par exemple, il va dire, je sais pas moi, 10 gibioctets, et au final, vous regardez, ça fait 15 milliards d'octets. Et voilà, il y a un petit décalage, c'est dû à ça en fait. Bref. Bref. Ok. Et du coup, le PIC18, c'est un microcontrôleur qu'on qualifie d'architecture 8 bits. Pourquoi? On a parlé ce matin d'architecture 16 bits, d'architecture 32 bits, 64 bits. Qu'est-ce que c'est dire pour vous une architecture X bits? C'est la rapidité. Non, c'est pas la rapidité. Les instructions stockées en mémoire sont en bits. Ok, sauf que là, tu as vu que pour le PIC18, les instructions sont stockées en 16 bits. Donc c'est pas lié aux instructions. Pas pour la mémoire donnée. Ouais, mais du coup, dans la mémoire donnée, tu n'as pas d'instruction. Tu n'as que des données. C'est la différence entre la mémoire instruction et la mémoire donnée. Donc en fait, oui, c'est lié à ça. Un microcontrôleur 32 bits, 64 bits, 8 bits, en fait c'est lié à la taille de ses unités d'exécution. Quelle est la taille qu'il est capable de manipuler quand il fera ses calculs? C'est surtout ça en fait. Alors là après, il y a plein de définitions différentes. Il y en a qui vont dire ça va être la largeur du bus d'adresse. Enfin, pas du bus d'adresse, pardon, du bus de données. Sauf que certains processeurs vont vous permettre d'avoir un bus de données dans lequel vous allez pouvoir amener plusieurs données en même temps. Même si au final, vous les manipulez comme ça, quoi. Donc voilà, globalement, on peut dire qu'un processeur de 8 bits, par exemple, c'est un processeur qui va être capable d'effectuer nativement des opérations sur 8 bits. C'est-à-dire que sur 4 bits, il est capable de faire. Voilà, c'est juste que les 4 bits de poids fort, ils seront à 0. Sur 16 bits, il est capable de faire. Par contre, ce ne sera pas en un coup, ce sera en plusieurs coups. Ok. C'est comme vous, quand vous faites, je sais pas moi, une multiplication à la main. Voilà. En fait, vous faites d'abord la multiplication des unités, puis celle des dizaines, puis celle des centaines, et à la fin, vous additionnez tout. Et bien là, ce serait pareil, en fait. Ce serait la même idée. Alors, en réalité, ce microcontrôleur-là, du coup, je vous ai démontré les 4 étages, là, mais il est décomposé avec un pipeline de 2 étages. D'abord le fetch,
et ensuite le décode executable back qui va se faire en une seule fois. J'ai rajouté ça. Vous vous souvenez ce que c'est? En haut à gauche du CPU. Programme counter. Programme counter. Donc il sert à quoi? C'est À incrémenter, une opération. Il s'incrémente, mais il sert à quoi? Ça, c'est comment il fonctionne plutôt. à aller chercher la prochaine instruction. Il contient l'adresse de la prochaine instruction que je vais aller chercher. D'ailleurs, vous l'avez vu, où est-ce que j'ai mis? Juste à côté du bus de l'adresse de la mémoire programme. Ok. Maximum, on peut travailler à 16 MIPS. Vous voyez ce que c'est? Oui, c'est instruction par seconde. Méga instructions par seconde. Ok. Donc 16 millions d'instructions par seconde. C'est pas ouf, mais voilà, c'est pas dégueulasse non plus. Et comment ça fonctionne du coup? Qu'on soit bien d'accord, le bus, enfin la partie mémoire programme, c'est quelque chose qui est en lecture seule, la mémoire programme. Du point de vue du CPU, c'est la lecture seule. Je vais consulter les instructions. Donc les instructions, elles descendent de la mémoire programme vers le CPU. Par contre, les données, elles peuvent aller dans les deux sens. Quand je fais A égale A plus B, bah B c'est une de mes sources. Donc il faut que je la lise. A, c'est une source, mais aussi une destination. Donc il faut que je la lise et que je la réécrive à la fin. Okay. Donc les données peuvent aller dans les deux sens. Faisons un petit tour d'abord sur la partie vraiment unité d'exécution. Et après on va essayer d'élargir petit à petit. Unité d'exécution, je vous en ai déjà parlé, c'est ce qui est capable de faire d'exécuter les instructions. Donc le principal élément que vous connaissez là-dessus, c'est l'ALU, l'unité arithmétique et logique. Comment elle fonctionne? Je vais me garder ici donc l'étage d'exécution à proprement parler. À droite, on va avoir ce qu'on appelle la data memory. Microchip appelle ça file register. Okay. Mais gardez bien en tête que ça reste quand même la RAM. D'accord? C'est la mémoire RAM. Toutes les données ont une adresse. Voilà, que j'ai notée ici en hexa. On peut le noter en décimal, peu importe. Donc toutes les données ont une adresse. Entre les deux, vous avez un bus de données qui transite. Donc c'est-à-dire que je suis capable de prendre une donnée d'ici et de la ramener sur l'entrée F de l'unité arithmétique et logique. Okay. Tout comme l'unité arithmétique et logique elle produit un résultat, je suis capable de la ramener dans une case de ma mémoire. Ok sur le principe? Ouais. Qu'est-ce que vous observez d'autre avec l'ALU dans la partie étage d'exécution? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cet étage d'exécution? Il y a un registre. Il y a un registre. Ouais. Status. Non, c'est pas un registre de statut. Là, WREG, c'est Work Register. Donc c'est un registre de travail. Ok. Vous vous souvenez dans le CPU, il y a 3 éléments particuliers dans le CPU. On a parlé de l'unité de contrôle, ouais. on a parlé des unités d'exécution, Et des registres. et on avait parlé des registres. Donc il y a quelques registres qui sont là pour pouvoir travailler directement sur les registres. Alors, regardez bien, du coup. Mon résultat que j'ai produit de l'ALU, qu'est-ce que je peux faire? Soit je peux le stocker dans la mémoire, soit je peux On peut aller l'écrire dans le registre. l'écrire dans ce registre de travail. Ok. Donc ça, c'est quoi comme composant, ça? On multiplie que ça. Non? Inverse? Des Un démultiplexeur. Ok. Alors pourquoi j'ai ça? Est-ce que vous avez vu c'est quoi la deuxième entrée de mon ALU? C'est le Work Register. Ok. Je ne peux pas prendre en source 2 données qui viennent de la RAM. Okay, je peux en prendre qu'une seule qui vient de la RAM. Donc comment ça marche en fait? Si je veux faire A plus B, si je veux faire même A égale A plus B, on peut se le faire étape par étape. Comment vous feriez? Faut le lot de. On va charger Ah, dans la RAM. dans le. Alors d'abord, on va dire, tiens, A il a l'adresse 1A et B il a l'adresse 1B. C'est plus facile. Donc je viens chercher la donnée A. Je la prends là. On l'a Je l'amène dans l'entrée F de l'ALU. Ensuite, Je l'écris dans le registre. j'écris dans le registre W. Ok. Donc ça, c'est juste un load. On est bien d'accord? En gros. On verra que l'instruction elle s'appelle move, mais ça revient même. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Deuxième instruction. Lot de l'adresse de B. Alors, si tu fais un load B, Écraser tu vas écraser le WREG. Là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est directement une addition. On va faire une addition dans la LU qui va prendre en entrée le WREG, qui contient la valeur de A, et qui va prendre dans l'autre entrée le B. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que je fais du résultat qui est produit? Je vais le stocker directement dans A. Ok.
Donc on peut faire ça. Par contre, oui, en fait, le move que j'ai dit tout à l'heure, c'est ça. Ouais. J'avais oublié cette flèche. Par contre, en fait, on verra, mais il y a juste une petite subtilité. Ma source et ma destination sera forcément la même case. Donc en fait, c'est-à-dire qu'en premier, je suis obligé de charger B dans le WRedge. Et ensuite, je vais faire A égale A plus W. En fait, vous pouvez écrire l'instruction plus égale. Donc voilà, ça c'est petit exemple. Bah tiens d'ailleurs, je crois que c'est ça qui est noté. Ok. Alors, je vous ai dit, hein, il y a un petit lien quand même entre le matériel et l'assembleur. Ça, c'est mon instruction addWF. Qu'est-ce qu'elle permet de faire addWF? Elle permet d'additionner un W et un F. Donc, elle va additionner ce qui se trouve ici, donc le WRedge, et F, qui est la donnée. On est OK là-dessus? Donc, F, à votre avis, c'est quoi? D'ailleurs, vous voyez, c'est marqué sur 8 bits ici. C'est la donnée qui est dans la RAM. Alors, c'est pas la donnée, C'est l'adresse. c'est l'adresse de la case dans laquelle se trouve la donnée. Donc là, par exemple, si je voulais accéder à la variable A, je lui aurais donné comme valeur 0x11. Donc 0001 1010. Ok. D, à votre avis, c'est quoi? Ouais, je l'attends, hein, mais normalement, vous n'êtes pas censé savoir. D, en fait, ça va être la destination. C'est le bit qui va venir contrôler mon démultiplexeur. C'est-à-dire, est-ce que ma destination, je vais la stocker là, ou est-ce que ma destination, je vais la stocker en mémoire? Ok. Et le A, j'en parle pas. Mais en fait, ce que je voulais attirer là-dessus, c'est surtout que le 001001, on n'a pas besoin d'apprendre ça. C'est le code binaire opératoire pour dire c'est un AWF. Okay. Le FFFFFF, c'est l'adresse de la donnée dans la RAM. Et le D, lui, c'est un bit de contrôle au final. Je viens contrôler mon multiplexeur. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit l'état je décode. Une fois qu'on a fait l'instruction, qu'on a remarqué que c'était ça en code binaire, et ben, l'état je décode, il va lire le 001001. Il va se dire, tiens, c'est un add entre ça et ça. Donc là, il prépare son additionneur et il prend ça et ça en entrée. Et en même temps, il se dit, tiens, ma destination c'est ça. Donc, il va aussi avoir un fil qui va commander le démultiplexeur. Okay. Donc au final, vos instructions en binaire, qui sont issues du langage d'assemblage, sont directement traduites par des signaux physiques dans le processeur. On est OK? Donc voilà, ça c'est ma représentation de l'étage d'exécution unitaire, arithmétique et logique. Si je prends celle de la doc, ça ressemble à ça. D'ailleurs, regardez où est-ce que je suis allé piocher, dans les références manuelles. Ça, c'est quelque chose qui est générique à tous les pics. C'est même, regardez, c'est même pas un pic 18F, hein, c'est un pic 18C. Donc ça revient au même. Et voilà, on retrouve un petit peu la même chose. Ici, il y a juste le démultiplexeur qui n'est pas marqué. Mais on voit que c'est plutôt un switch qui va soit à gauche, soit à droite. Vous voyez que c'est le bit D, voilà, qui permet de choisir c'est lequel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le WRedge. On a possibilité de la file de registre de faire venir une donnée qui vient de la file de registre. Ok. Mais on a une autre donnée qui est possible, celle-là. C'est quoi ça? 8 bits littéral. Ça équivaut au move-k qu'on avait utilisé dans le processeur fictif. C'est pour une constante. Je peux mettre une constante directement dans le registre W. Voilà. Et donc ça, on en reparlera plus tard, hein. Mais voilà, ça me permet de charger une valeur. Et c'est-à-dire que la valeur, cette fois-ci, elle est comprise en dur dans le instruction word. Donc dans l'instruction, vous avez la valeur qui est codée en binaire directement dedans. La valeur que vous voulez mettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis limité à une valeur comprise entre 0 et 255. Parce que c'est une valeur 8 bits. Qu'est-ce qu'il y a en plus comme information aussi par rapport à ma diapo précédente? C'est ça. Et regardez les bits qui sont pris en entrée, qui viennent alimenter le registre de statut. C'est les flags N. Vous vous souvenez? Négative. OV. Overflow. Z. Signé. Ah non, ça c'était... 0. C. C'est la retenue, carry. Et d'ailleurs, regardez, c'est aussi un bit qui peut être utilisé en sortie pour réalimenter l'ALU derrière. Quand je fais A plus B plus C, si j'ai une retenue entre A et B, eh ben, j'ai à la propager avec C. Okay.
Ok, et puis quoi d'autre? DC, c'est Digital Carry. Est-ce que je vous en parle? Ouais, vite fait. C'est parce qu'en fait, sur les afficheurs 7 segments, par exemple, vous travaillez qu'avec 4 bits, qui permet de faire coder les valeurs de 0 jusqu'à 16. Enfin, 0 jusqu'à 15, pardon. Et donc toutes les lettres sur l'afficheur. Et en fait, vous pouvez avoir une retenue qui se propage de 4 bits en 4 bits. Parce qu'un chiffre est codé sur 4 bits. Ok. Mais bref, je ne vais pas plus dans le détail que ça. Ok. Du coup, de quoi je parle là? Ouais. Voilà. Donc si je reprends un petit peu le code binaire que je vous ai montré tout à l'heure, une partie des bits vient décider des fonctionnalités matérielles que j'ai activées. Donc là, l'additionneur a 2 opérandes. Une autre partie des bits vient décider du registre de destination. Est-ce que c'est WREG ou est-ce que c'est une donnée dans ma RAM? Le access bank, on en reparlera bien plus tard, parce que c'est chiant à comprendre. Et le FFFFFF, c'est l'adresse de la donnée dans la RAM. Ok. Nouvel étage d'exécution. La multiplication. Ok. Alors la multiplication, avant d'aller plus loin, si je vous dis en décimale, classique, vous multipliez deux nombres à un chiffre. Quel est le plus grand nombre que vous allez pouvoir obtenir? 81, ok. Qui est stocké sur combien de chiffres? 2. Maintenant, vous prenez deux nombres à deux chiffres. Quelle est la plus grande valeur obtenable? Et donc, sur combien de chiffres c'est codé? Non, sur combien de chiffres c'est codé? Si je vous dis deux chiffres fois deux chiffres, donc ça fait 99 fois 99. Ouais. En gros, ouais, même te fais pas chier, tu fais 100 fois 99. Ouais, 9900. Donc maximum, c'est codé sur 4 chiffres. Et bien en fait, on continue comme ça. Multipliez 3 chiffres par 3 chiffres. Votre sortie, elle sera sur 6 chiffres. Vous multipliez par 3 chiffres fois 1 chiffre. 4. Et on additionne 3 chiffres fois 1 chiffre. Ouais. Ouais, Au maximum. ça fait deux. Voilà. Deux, Donc en fait, quatre. cette propriété-là, Ouais, ça fait trois, ok. vous avez un nombre sur x chiffres fois un nombre sur y chiffres. Et bien votre sortie, c'est maximum sur x plus y chiffres. Ok. Ok. Et bien cette caractéristique-là, on la retrouve quelle que soit la base. Base 2, base 16, base 10. Ok. Donc c'est-à-dire quoi? En binaire, quand vous multipliez deux nombres 8 bits, au maximum, on se retrouve avec un nombre sur Deux nombres 8 bits. ouais, Donc ça fait du coup 16. 16 bits. Ok. Et bien regardez mon multiplier. Combien de résultats il produit? Deux. 2 résultats sur 8 bits en fait. Prod L, prod H, donc la version low et la version high de mon résultat en fait. Pourquoi il fait ça? Parce que c'est un processeur 8 bits. Ça veut dire qu'on travaille avec des données qui sont stockées sur 8 bits. Donc si je veux construire un nombre sur 16 bits, comment je fais? Je prends deux cases successives de 8 bits. Et ça me crée un nombre sur 16 bits. Ok sur le principe? Yes. Et bien si ça c'est ok, et bien ça en fait voilà, vous avez une représentation qui est donnée là, donc un nombre non signé sur 8 bits, fois un nombre non signé sur 8 bits, ça vous donne un nombre non signé sur 16 bits, et ainsi de suite. Voilà. On a deux instructions de multiplication, donc deux instructions qui permettent d'activer cet étage-là, le mul WF, je multiplie W et le W qui est là, et F c'est quoi déjà? C'est une donnée qui vient de ma file de registre. Ouais. Ou alors mul LW, je multiplie un littéral, donc une constante, avec W. Ok. Et mon résultat, par exemple, voilà, si j'écris comme ça en C, je peux l'écrire comme ça en assembleur. En assembleur, je fais mul LW, move LW, qu'est-ce que ça me permet de faire ça? Move LW. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? On déplace. Move, ok, déjà c'est une affectation, on déplace. LW. L, il veut dire quoi? L'eau. Non. L'eau. Non, je vous en ai parlé un petit peu juste avant. Et d'ailleurs, regardez, c'est quoi l'opérande? 3. 3, c'est une constante. Ok.
Donc là, c'est move littéral. Donc move LW, c'est move littéral vers W. Donc là, première étape, qu'est-ce que je fais? Je viens écrire un littéral dans W qui est ici. Ensuite, je fais quoi? Mul LW. Donc je multiplie un littéral avec ce qui est contenu dans W. Donc le littéral en question, c'est quoi? 7. Donc je suis en train de faire ma multiplication 7 par 3. Ok. Ça me produit un résultat. Ce résultat, il est sur 16 bits. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié deux nombres 8 bits. Donc, mon résultat est sur 16 bits. Mon résultat sur 16 bits, il est stocké dans prod L et prod H. Comment je fais pour récupérer ce résultat et le ramener en mémoire? J'ai ensuite de move FF. FF, c'est-à-dire quoi? Je move un file register vers un file register. Là, en l'occurrence, prod L ou prod H. Et puis là, je donne une adresse et là, je donne une autre adresse. Donc ça me permet de ramener prod L dans une case mémoire, prod H dans une autre case mémoire. Idéalement, elles sont adjacentes, ces cases mémoire. Ok. Alors pourquoi c'est un move FF? Eh bien en fait, prod L, c'est ce qu'on appelle un registre. D'accord? Comme WREG, c'est un registre. On va voir sur le PIC 18, tous les registres sont mappés dans la RAM. C'est-à-dire que vous accédez à une case de la RAM, en fait, peut-être que dedans, c'est un registre d'un périphérique, par exemple. Et donc, le prod H se trouve stocké à l'adresse FF4, le registre prod L se trouve à l'adresse FF3 de la RAM. Voilà, donc c'est pour ça que je peux faire un move FF de prod L vers une case mémoire, ou un move FF de FF3 vers une case mémoire. C'est la même chose. Ok. D'accord. C'est un label, au final. Un petit peu comme ce qu'on a vu. Ouais. Utiliser un label, ça rallonge pas le temps de... Non. Label, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une aide pour le développeur, mais qu'au moment où ta chaîne de compilation traduit ton langage d'assemblage, même en C, hein, tu peux faire un label en C, à partir du moment où ta chaîne de compilation traduit le label en fichier, enfin en langage objet derrière, c'est traduit directement par l'adresse en question. Donc c'est vraiment transparent. C'est pour ça, on verra, on fera un petit peu l'assembleur. Oui, si, on le fera ensemble. Je vous encouragerai à mettre beaucoup de labels. Ça coûte rien. Voilà. Et à la limite, ça vous fait du commentaire, quoi. Ouais. Ok. Donc c'est à dire que là, au final, pour réaliser une multiplication, si j'écris vraiment comme ça, vous remarquez qu'il me faut au final 4 instructions pour faire une multiplication. Alors en réalité, c'est pour faire une multiplication affectation. Parce que pour faire une multiplication juste, le mul LW il suffit, même s'il faut que je charge tous les éléments. Voilà. Ok. Donc ça, vraiment, c'était la partie cœur. Donc on a vu la LU. On a vu qu'il y avait register file 8 bits. D'ailleurs, vous remarquez, hein, il n'y a pas de S. Il y a un registre 8 bits à l'intérieur du CPU. C'est W ou WREG. Des fois, il l'appelle d'une manière ou d'une autre. Et on a un multiplieur 8 x 8 bits. Ok. Ça, vraiment, c'est le CPU. Donc au final, le CPU n'est pas si compliqué que ça. Ce qui va être plus compliqué, ça va arriver de faire le lien entre ça et puis la mémoire après. Mais avant, petit exercice, on fait le lien entre ce que vous voyez là à gauche sur la version schématisée et puis à droite sur le schéma réel. Et ben moi ce qui m'intéresse, c'est que vous me retrouviez tout ça. Ok. À vous de jouer. Particularité de ce type de microcontrôleur là, c'est que c'est un microcontrôleur 8 bits. Rappelez-moi ce que ça veut dire, microcontrôleur 8 bits. Alors, c'est que... Une instruction. Il traite des informations qui sont stockées sur 8 bits. Parce que naturellement, au final, la taille de son ALU c'est 8 bits, la taille de son multiplier c'est 8 bits. En gros, la taille de ses unités d'exécution c'est 8 bits. Ok. Alors du coup, ça implique quoi? Ça implique qu'on va essayer de programmer en respectant ces grandeurs-là. Ouais. Si on utilise des jeux qui sont plus longs, plus vite, sur Ouais. 2 opérations par mois. Ou plus encore. Plus ou moins. Ouais. Ouais, parce que si tu additionnes deux nombres 8 bits, deux nombres 16 bits, pardon, et ben il faut que tu additionnes les octets de poids faibles, les octets de poids forts, et que tu propages aussi la retenue. Ouais, d'accord. Ok. Alors ça peut être fait en deux coups, au final, c'est pas si compliqué. Oui, ça dépend de la taille en fait. Mais on reprend par contre la multiplication cette fois-ci. Multiplication de 16 bits par 16 bits. Il faut que tu multiplies les deux poids faibles. Un poids faible et un poids fort, l'autre poids faible et l'autre poids fort.
et qu'après tu additionnes tout ça. C'est la taille des données qui peut détecter. Donc du coup, si on prend un processeur par exemple 16 bits, lui va être capable de travailler en 16 bits assez naturellement. Il pourra travailler avec du 8 bits, c'est pas un souci. Il pourra travailler avec du 32 bits, mais dans ce cas-là, on va émuler les opérations de 32 bits. C'est-à-dire émuler, c'est simuler le comportement qu'on attend, mais en plusieurs instructions qui ne sont pas natives au final. Okay, j'en ai déjà parlé, mais par exemple, en C, sur des processeurs Intel, les divisions, elles ne sont pas réalisées, elles sont émulées. Okay, c'est un micro-algo qui tourne, qui va, à base de soustraction, multiplication, addition, réaliser votre division. Mais vous avez bien un additionneur, vous avez bien un soustracteur, vous avez bien un multiplieur sur votre machine, dans le cœur, physiquement gravé. Par contre, vous n'avez pas de diviseur. Okay, donc tout ça, c'est émulé. Donc voilà, l'idée aussi derrière ce type de composant-là, c'est qu'il faut bien comprendre ce que c'est qu'un entier 8 bits, 16 bits, ce que c'est qu'un short, ce que c'est qu'un long, tout ça. Okay, donc vous avez un petit tableau récapitulatif ici de quelque chose que vous avez vu en C. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre pour savoir en fait quelles sont les limitations de l'appareil. D'ailleurs, vous serez peut-être confronté, si vous n'y pensez pas, à des problèmes liés à ça pendant les TP. Autre chose aussi, par exemple, là, il y a deux types que j'ai rajoutés à toute fin, c'est les floats. Float et double. Float, rappelez-vous, c'est quelle taille? C'est marqué? Ouais, c'est marqué 32 bits. Et double, eh ben, c'est 64 bits. Voilà, donc il y a une erreur sur la diapo. Oh, ce sera pas la seule. Et donc, ça veut dire que par exemple, le PIC 18 n'est pas capable de faire des opérations en virgule flottante. Ok. Est-ce que c'est grave? Je sais pas. Ça dépend, voilà. Typiquement, pour des applications de supervision, vous faites des tests, quoi. Vous regardez l'état d'une entrée, vous faites pas de gros calculs, donc du calcul en virgule flottante, c'est pas utile. Ok. Vous voyez très bien ce que c'est, virgule flottante? Ce que ça veut dire? Je pense. Normalement, vous en avez fait un petit peu en C. Comment c'est représenté un nombre en virgule flottante? Mantis exposant. Alors, il y a un bit de signe, qui sert vraiment que au signe. Il y a la partie mantis, donc c'est 0, quelque chose. Et la partie exposant, 10 puissance x. Okay. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir une assez grande plage de nombres représentés. D'accord. Il faut avoir des nombres avec une toute petite précision, enfin une précision très 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 fine, parce que vous êtes allé chercher les 10 puissance moins quelque chose. Et vous pouvez aussi représenter des très très grands nombres, par contre avec une précision assez faible, parce que vous avez représenté 10 puissance beaucoup de choses. Enfin 10 puissance un grand nombre. Voilà. Mais du coup ça vient par opposition à la virgule fixe. Okay. Et ça je suis pas sûr que ça vous parle. Vous l'avez vu ça? On en a fait aussi, ouais. Oh vous l'avez vu, cool. Bah du coup vous me rappelez? Ouais, vous avez peut-être vu ça en électronique numérique. Ouais, on a vu les deux. Ok. Alors déjà le juste temps, c'était plus dur. un entier sur 8 bits en C. Un entier signé sur 8 bits en C. Un entier signé sur 8 bits. Ok, donc j'ai un nombre. C'est quoi le poids de chacun des bits dans ce registre-là, dans cette valeur-là? À droite, c'est 2 puissance 0. Parce que 2 puissance 8, il y a un petit problème. Non, 2 puissance 7, 2 puissance 7, c'est c'est bit de signe. bits de signe? Ouais. Donc c'est-à-dire je mets juste ça? Non, non, c'est 2 puissance 7, mais il y a une valeur négative. C'est moins 2 puissance 7, effectivement. C'est la différence entre un nombre signé et non signé. C'est soit ça vaut plus 2 puissance 7, soit moins 2 puissance 7. Dans ce cas-là, si je représentais un nombre, je sais pas moi, moins 5, et bah comment je fais? Moins, je sais que c'est forcément du négatif, donc moins 128, plus 64, ça nous fait moins 64, plus 32, ça nous fait moins 32, plus moins 16, ça nous fait moins 16, plus 16, pardon, ça nous fait moins 16, plus 8, ça nous fait moins 8, plus 4, ça nous fait moins 4. Ah non, ça marche pas, donc celui-là, je sais 0. Ensuite, doc, et ensuite, ah, ok. Vous vous souvenez du complément à 2? Ouais. Plus 1 et... Plus 1, Voilà, vous inversez tout et vous rajoutez plus 1. Ok. Donc ça, c'est un nombre en un entier, pardon. Un entier, pourquoi? Parce que la virgule, en fait, Elle est à droite. elle est tout à droite, elle se trouve là. Ok.
Maintenant, je peux faire un nombre en virgule flottante. Virgule flottante, ça veut dire... Non, je vais le laisser là. C'est-à-dire que je peux représenter un nombre. Et bien en fait, ma virgule, elle est liée à quel chiffre? À quel poids surtout? Fois 0. Au poids 0. Donc si je mets une virgule ici, c'est-à-dire que ce bit-là, il vaut moins 2 puissance 0. Et après, c'est Et après, c'est 2 puissance... moins 1, 2 puissance moins 2, 2 puissance moins 3, 2 puissance moins 4, 2 puissance moins 5. Si, c'est moins ça. Et donc 2 puissance moins 1, par exemple, c'est quoi? C'est 0,5. 2 puissance moins 2, 0,25. En fait, c'est 1 sur 2 puissance 1. 1 sur 2 puissance 2, 1 sur 2 puissance 3. Ouais. Donc du coup, comme ça, vous pouvez effectivement coder des nombres qui vont être compris entre combien et combien? 0 et... Entre moins 1 et presque plus 1. Okay, c'est comme ici, là, je peux coder de moins 128 à plus 127. D'accord? C'est pas tout à fait symétrique. Et bien là, c'est pareil. Je peux coder de moins 1, si je mets ce bit-là à 1 et tous les autres à 0, jusqu'à 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc ça fait 0 et puis quand même pas mal de boîtes derrière le 9. Okay. Donc comme ça, je peux représenter un nombre signé en virgule fixe. L'avantage de la virgule fixe, c'est que si je fais une addition entre deux nombres de virgule fixe, c'est exactement le même matériel que des entiers. Donc c'est pas de matériel supplémentaire. Okay. C'est juste une vue de l'esprit. Moi je me dis ce bit là il vaut 2 puissance 0. Et pour l'autre nombre, je me dis ce bit là il vaut 2 puissance 0. Voilà. C'est vraiment juste une vue de l'esprit. La seule différence, c'est que vous ne pouvez pas additionner un nombre virgule flottante, un virgule fixe, pardon, avec un nombre à virgule fixe, mais sur une autre base. C'est-à-dire que ça, on appelle ça du Q1.7. Un chiffre avant la virgule, 7 Ouais, après. c'est ça. Voilà. Bref, voilà. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est possible de faire des calculs flottants, enfin des calculs pardon, à virgule, sans utiliser des flottes. On va utiliser des entiers, enfin des types entiers qu'on va en fait désigner en virgule fixe. Ok. Mais bon, bref, là on est parti un petit peu loin. Donc, tout comme je vous ai dit, par rapport au PIC 18, il faut penser au fait que on travaille avec un PIC 8 bits, un microcontrôleur 8 bits. Le mieux, c'est de travailler avec des données qui sont codées sur 8 bits, même si ce n'est pas impossible de faire plus. Voilà. De la même manière, il faut penser aux opérations qui sont faisables. C'est-à-dire, vous faites, on a vu qu'on avait une ALU, donc on peut faire des opérations logiques, quelques opérations arithmétiques simples, on peut faire la multiplication. Par contre, la division, c'est pas natif. Le modulo, c'est pas natif. D'accord? Donc tout ça, ce sera émulé. C'est pas irréalisable, c'est juste que ce sera pas fait, il n'y aura pas une instruction qui fait ça. Et donc en un coup d'horloge, c'est terminé. Okay? C'est pour ça qu'une opération de division, par exemple, dans une boucle, va assez rapidement limiter, dégrader vos performances. Si on peut essayer de la déporter en dehors de la boucle, cette division-là, c'est gagné. Alors la mémoire maintenant. Parce que la mémoire, voilà. Là on va faire un truc un petit peu chiant. On va faire un petit peu chiant. Moi j'aime bien. Mais là, il y a quand même 2-3 trucs un petit peu touchy à comprendre là-dedans. Donc je préfère prévenir. Donc déjà, vous voyez, la taille dépend de la référence. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Maxence, je crois. Là on a un PIC 18F 440, 2540, 6540. En fonction de la taille, enfin en fonction de la référence, pardon, ça va venir changer, par exemple, la taille de la mémoire programme ou la taille de la mémoire de données qui est disponible. Nous, on ne s'est pas embêté, 27K40, c'est la plus grosse flash et la plus grosse EEPROM possible. Pardon, EEPROM, regardez, on a deux choses, excusez-moi. Là, je suis sur la mémoire programme, enfin, non, je suis sur quoi? Là, c'est marqué mémoire programme et de données. Regardez, programme memory, c'est quoi? La technologie, c'est Flash. Et qu'est-ce qu'elle contient, cette mémoire? Les instructions. Donc le programme. Okay. Là, on a une autre mémoire. C'est quoi sa techno? EEPROM. Et c'est une mémoire qui va contenir des données. Ok. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas la RAM, ça. Une EEPROM, c'est quoi déjà? Électroniquement. Ouais, effaçable électroniquement.
C'est quoi sa particularité à cette mémoire-là? Qui est la même particularité que la flash. C'est une RAM. Non. Enfin, c'est pas ça. Ah, c'est qu'elle est rémanente. Elle est rémanente, Ah, ouais. oui, rémanente. Les données se sont maintenues même si on éteint. Si on éteint. Donc ça permet quoi? Ça permet de stocker le programme à un endroit et de stocker des données à un autre endroit de manière permanente. Ok. Je prends un exemple. Votre enceinte Bluetooth, elle se souvient de l'appairage avec votre téléphone, même quand vous l'éteignez. Ouais. Elle stocke ça où? Pas dans la mémoire programme, parce que oui. la mémoire programme, on en a parlé tout à l'heure, elle est accessible en lecture seule. Ok. On a une mémoire de données qui permet de stocker ces informations. Ok. Donc voilà, déjà il y a ça. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a pas mal de zones grises qui sont réservées voilà, en fonction de tel ou tel usage. Alors, cette mémoire programme, moi, ce qui va m'intéresser, c'est ça. Déjà, vous voyez le bus d'adresse. Il fait quelle taille? 21 buts. 21. Ok. Et le compteur programme, il fait quelle taille, lui? Ah, 21. Non. 21 toujours. C'était pour voir si vous suivez. Ok, donc il faut 21 toujours. Alors il y a la partie stack, je vous ai dit, on n'en parlera pas. C'est quelque chose qu'on verra en 2 heures. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que la première adresse, elle se trouve à l'adresse, enfin ma première instruction, pardon, elle se trouve à l'adresse 0. Et puis je vais avoir ici le on-chip program memory. Ça va vraiment être cette partie-là, qui va être ma partie programmable. Ok. Les autres éléments, je vais y revenir plus tard. Donc le programme counter, c'est lui qui est utilisé pour les tâches de fetch pour savoir quelle est la prochaine instruction que j'irai chercher en mémoire programme. On a une pile matérielle, on n'en reparle pas, je vous ai dit. Les vecteurs d'interruption, on en reparlera, mais plus tard. Voilà, donc c'est 2 instructions qui ont ces là. Et nous, vraiment, c'est dans la partie on-chip memory qu'on va voir le logiciel embarqué. Voilà. Donc là, ici, je vous ai présenté, parce que je n'avais pas la figure exactement du 27K40. Mais ici, vous avez 4550, voilà, qui est un petit peu plus petit en termes de mémoire. Et puis, l'espace vide qui est ici peut être plus ou moins vide en fonction justement de la référence du microcontrôleur qui va avoir une mémoire plus ou moins grande. Voilà. Mémoire de données maintenant. Mémoire de données, il y a un truc, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais revenir un petit peu en arrière. Je vais revenir bien en arrière même. Ouais, non, bien en arrière encore. La taille du bus d'adresse de la mémoire de données, c'est quoi? La taille. 12 bits. Ok. La taille du bus d'adresse de la mémoire donnée, c'est 12 bits. Ok. C'est-à-dire qu'une donnée, elle se trouve dans une case en mémoire. Son adresse, elle fait 12 bits pour accéder à cette donnée-là. On est d'accord? Ouais. Par contre, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que la donnée ici, je mettais son adresse uniquement sur 8 bits. Chelou. Ouais, il y a un petit décalage ici. Alors comment on fait? En fait, il s'avère que quand vous programmez, quand vous utilisez des variables, très souvent vous avez ce qu'on appelle le principe de localité. La plupart des variables que vous avez manipulées sont très proches les unes des autres. Ok? Vous rentrez dans une autre fonction, les variables vont être très proches les unes des autres. Ok. Ok? Donc ce qu'on fait pour éviter d'avoir 12 bits d'adresse à transmettre dans l'instruction, on a réduit ce champ-là pour qu'il ne fasse que 8 bits. Ok? Ça permet d'avoir des instructions plus courtes et d'arriver à les faire tenir sur 16 bits. Et non pas sur plus d'octets. Alors comment en fait on gère ça? Parce qu'au final, ça veut dire qu'une variable qui sera l'adresse 15, il y en a plein. Voilà. Alors en fait, on utilise ce qu'on appelle des banques. J'ai ici 16 banques qui sont numérotées avec une adresse qui va de 0 jusqu'à FF. FF, c'est quoi en hexadécimal? Ouais, c'est du coup. 255. Ok. Donc c'est une valeur qui est codée sur 8 bits. Ok. Un octet, voilà. Un octet. Et des banques, j'en ai combien? 16. Et 16, c'est stocké sur combien de bits? Combien de bits j'ai besoin pour coder 16 valeurs? 4. Donc le numéro de la banque est sur 4 bits. Et le numéro de l'adresse dans la banque est sur 8 bits. Ensemble, ça fait 12. Donc en fait, pour essayer de traduire un petit peu de manière plus pratique ce principe de localité, on va dire qu'on travaille dans une banque. Et dans cette banque-là, je peux passer l'adresse de la variable sur 8 bits. Okay. Et en fait, il faudra changer de banque si je veux changer de localité. Ok.
Petit exemple. Enfin, non, l'exemple, je le donne après. Donc, du coup, en fait, j'ai 16 banques de 256 octets. Vous faites 16 fois 256. On revient aux 4 kg d'adresse, enfin, 4 kg d'espace de la RAM qu'on a évoqué tout à l'heure. Ok. Là-dedans, sur les 15 premières banques, donc sur les banques numérotées 0 jusqu'à 14, on a ce qu'on appelle des... Ah, attends, je dis quand même. 0 à 7. En tout cas, 0 à 7, c'est sûr. Après, le reste, ça dépend. Mais sur les banques 0 à 7, on a ce qu'on appelle des GPR, General Purpose Registers. Ce sont des données, enfin des registres dans lesquels je peux mettre n'importe quel type de données. Okay. Donc, typiquement, mes variables. Par contre, à la toute fin, j'ai ce qu'on appelle les SFR, les Special Functional Registers, ce sont des registres qui ont un usage spécifique. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple, prod L et prod H qu'on a vu tout à l'heure, Ils sont dedans. l'adresse était F, FD et FFE, je crois. Quelque chose comme ça. FF3 et FF4. Ou FF3 et FF4. Mais du coup, le premier chiffre, c'est quoi? C'est F. C'est la banque numéro F, la banque numéro 15. Et donc, c'est stocké là-dedans. Ok. Donc ça veut dire que si je veux accéder à certaines variables, bah, je vais devoir choisir la banque et puis ensuite accéder à l'intérieur de la banque. Si je veux utiliser des registres de périphériques, je vais devoir accéder à la banque 15, donc choisir la banque 15 et ensuite accéder à la donnée. Typiquement, pour vous donner un exemple cette fois-ci, les jeux Pokémon sur Nintendo. Voilà. Je suis à l'ancienne, hein, donc je vais parler surtout Pokémon Rouge. Je suis vraiment ancienne. Mais pour vous dire, en fait c'est pareil sur les jeux modernes, sauf qu'on n'utilise plus trop de banques maintenant parce que les processeurs sont un peu plus complexes et puis la mémoire est plus aussi segmentée. Mais disons qu'à l'époque, vous étiez en mode, vous promenez dans le village, hein, vous promenez sur la route, machin, vous rentrez dans le Pokéshop, et là, bim, votre programme changeait automatiquement de banque pour que quand vous alliez parler au vendeur, et ben en fait, il allait directement accéder, je sais pas, je dis une connerie, dans la banque numéro 6, à tous les items de ce shop-là. Ensuite, vous quittiez le shop, en veniez à la banque, je sais pas, 0, ce qui faisait que vous aviez accès à, on va dire, aux paramètres principaux. Vous faites Start, vous rentrez dans votre menu, vous allez voir le Pokégear, vous ouvrez votre sac, et ben dans la banque 1, vous avez toutes les données qui sont tous les objets de votre sac, en fait. Voilà. Okay. Donc en fait, ça fonctionnait comme ça permettait de cloisonner. On revient au principe de localité. Hein. Voilà, je cherchais une Pokéball, que ce soit une Master Ball, une Hyper Ball, peu importe. Et bien au final, si vous voulez une ball pour attraper le Pokémon sauvage, toutes les balls sont stockées au même endroit dans la mémoire au final. Ok, principe de localité. Okay. Vous voulez accéder au shop pour acheter une potion, pour acheter un rappel, un repousse, je sais pas quoi. Je connais ça. Et bah du coup, voilà, tout est stocké au même endroit. Et donc on switch de banque en banque. Pourquoi? Parce que ça sert à rien d'avoir toutes les données présentes tout de suite à l'instant T. Voilà, ça sert à rien d'avoir les données du shop pendant que vous êtes en combat. Mais par contre, ça vous permet d'avoir, au final, d'avoir une grande quantité de données dans un processeur qui est capable de les gérer que par petits paquets. Voilà. Considérez que voilà, c'est un tiroir qui contient une certaine... Voilà, vous avez un tiroir avec, je sais pas moi, tout ce qui est pour la trigo, avec compas, rapporteur, tout ça. Un autre tiroir avec tout ce qui est fer à souder, étain, flux, tout ça. Et voilà, vous avez un tiroir pour chaque usage. Ok. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc, première manière d'accéder aux données, c'est ça. C'est de donner l'adresse de la banque qui nous intéresse. Donc, on a un registre spécifique qui s'appelle le BSR, le Bank Select Register. Ok. Ce registre-là, d'ailleurs, vous remarquez un truc? Il y a combien de bits dedans? Il y a 4 bits. Alors, c'est un registre, il y a quand même 8 bits en vrai. Sauf que les 4 premiers, ils sont branchés sur rien d'autre. Donc, en fait, ils n'existent pas. Mais par contre, je peux stocker 4 bits, et avec ces 4 bits-là, je peux bien choisir le numéro de banque. Donc là, j'ai une instruction qui s'appelle move LB. Je déplace un littéral vers le Bank Select Register, et dedans, j'écris la valeur 2. Donc la valeur 2, c'est 0, 0, 1, 0 en binaire. Donc là, je sélectionne la banque 2. Et après, quand je fais un add ou un move ou je ne sais quoi, à partir du moment que j'accède à une donnée, en donnant l'adresse de cette donnée-là, c'est l'adresse de la donnée dans la banque numéro 2. Voilà, et uniquement dans la banque numéro 2. Donc ça, c'est le premier moyen d'accéder à n'importe quelle donnée. D'abord, je fais move LB pour choisir la banque, et ensuite,
je fais mes opérations classiques de addition, soustraction, multiplication, tout ça. On est OK? Yes. Deuxième option, je vais en reparler. Bah tiens, voilà, vous les avez en C ou en assembleur. Deuxième option que j'ai, je vous en reparle un petit peu plus tard, je crois. Voilà. Et du coup, oui, pardon. En fait, j'avais une animation qui s'était mal forée. Enfin, qui s'est forée. Donc voilà. D'abord, je fais un move VLB pour choisir la banque. Et ensuite, en faisant AWF, je sais que le F en question, ça parle de l'adresse de la variable dans la banque numéro 2. Alors, la banque numéro 15, la banque SFR, elle contient beaucoup de registres. Ok, et c'est des registres qui ont vraiment un usage particulier. Il y a des registres dont on a déjà parlé. Les registres, on a dit FF4, FF3, qui sont prod L et prod H. Ok, il y a d'autres registres qui vous parlent déjà, peut-être. T1 con. C'est pas moi, c'est le nom du registre. Il y a des registres pour l'UART. Il y a des registres pour les entrées-sorties ici. Port ici. Il y a des registres pour l'ADC, convertisseur analogique numérique. Il y avait des pires aussi là. Ouais, pire EU. Quatrième colonne. Ouais, ouais, là. À gauche. Quatrième, pardon. Ouais, pire. Qui sont pour les interruptions. Donc on va retrouver. Bref, voilà, tout ça, on se rend compte que c'est des registres qui ont un nom. Donc c'est-à-dire c'est des registres qui vont nous servir à configurer quelque chose. Ok. Alors, pareil, au final, je vous ai dit dans la banque numéro 15, c'est là où vous allez avoir tous les Special Function Registers. Ok, donc les registres qui vont être dédiés à un usage particulier, configuration périphérique par exemple. Ok. Alors, ce qui va être problématique, c'est qu'il faut que je change de banque quand je fais des opérations. Ok. Pourquoi? Parce qu'en gros, je vais faire des opérations sur ma variable, et en fonction des résultats de ma variable, il va falloir que j'aille modifier le périphérique en sortie. Après, je reviens faire des calculs sur mes variables, je vais devoir retravailler sur les périphériques en sortie. Donc, il faudrait que je change de banque à chaque fois. Presque trop souvent pour être efficace. Okay, parce que ça, au final, c'est une instruction qui prend du temps. Voilà. Pas plus qu'une autre instruction, mais si je le fais souvent, c'est du temps perdu. Okay. Donc la première manière de choisir une donnée, on l'avait vu, c'est ça. Je choisis le numéro de banque et ensuite j'accède à la donnée dans la banque en question. L'autre manière de faire, c'est ce qu'on va appeler l'access bank, un raccourci. Cette access bank, c'est une banque virtuelle, elle n'existe pas physiquement. Mais de quoi elle est composée virtuellement? La première moitié de l'access bank, c'est la première moitié de la banque numéro 0. La deuxième moitié de l'access bank, c'est la deuxième moitié de la banque numéro 15. Alors, à quoi ça sert ça? Eh bien, ça sert que là-dedans, je vais stocker des variables à moi, et je peux en stocker 128 dans cette première moitié de la banque 0. Et là, je vais avoir la plupart de mes périphériques. Donc, c'est-à-dire que dans une banque virtuelle ici, je peux gérer des données perso et des périphériques, sans avoir à changer de banque à chaque fois. Okay. Et le gain, il se fait à ce moment-là, en fait. J'ai pas besoin de changer de banque, j'ai pas besoin de passer de la banque 0 parce que je fais un calcul, à la banque 15 parce que je modifie un périphérique, à la banque 0 parce que je refais un calcul, à la banque 15 parce que je modifie un périphérique. Non, ce que je peux, c'est avoir une banque virtuelle qui contient les deux. Okay. Et là, du coup, ce bit-là, A, il vient apparaître maintenant. Il vient servir à ça. Si A il vaut 0, ça veut dire qu'on va travailler à travers l'access bank. C'est-à-dire que la valeur qui est contenue dans le bank select register, tout à l'heure, celui qui nous permet de sélectionner la banque, il ne sera pas pris en compte. On va passer par cette banque raccourcie. Okay. Par contre, quand A il vaut 1, on va avoir accès à toute la mémoire. Et donc là, c'est le bank select register qui va nous permettre de choisir la donnée, enfin la banque pardon, dans laquelle on travaille. Okay. Donc en fait, avec juste un bit, le bit A, dans une instruction, eh ben on vient possiblement accéder à une banque particulière, ou possiblement accéder à cette access bank qui est un raccourci qui lui permet d'accéder à une partie des variables et une partie des périphériques. Okay. D'ailleurs, si je reviens juste là-dessus, ici, ce n'est pas l'intégralité de la banque 15 que je vous ai montré. C'est la deuxième moitié de la banque 15. Quand vous serez un petit peu plus familier, peut-être avec le microcontrôleur, vous allez voir qu'il y a des registres qui sont très souvent utilisés, qui sont là. Et les registres des périphériques qui sont un petit peu moins souvent utilisés, ils vont être dans l'autre partie de la banque 15,
qui fait qu'elle n'est pas directement mappée sur l'Access Bank. Donc en gros, ils sont débrouillés quand même pour que dans la deuxième moitié de la banque numéro 15, il y ait les registres les plus souvent utilisés pour que la banque 15 elle soit pertinente. Par exemple, je vous le fais très bref, vous avez ce qui vous permet de lire les entrées, d'écrire sur les sorties logiques, de choisir la direction des broches. Par contre, vous n'avez pas ici la configuration de est-ce que la broche c'est une entrée analogique ou numérique. Pourquoi? Parce que ça en général on le fait une fois en début de programme et après ça ne bouge plus. Ok. Petit exercice. Vous avez 2 minutes. Et comme ça on corrige en 3 minutes. Juste après. Un petit peu la même chose. L'idée c'est que dans le schéma maintenant, on retrouve la mémoire de données. Donc ça vous l'avez déjà normalement. On trouve le Bank Select Register et on trouve l'Access Bank Register. C'est déjà marqué BSR. Alors du coup, la mémoire de données, on l'a déjà cité tout à l'heure. Hein. La mémoire de données, elle est là. Le BSR, il est juste au-dessous. Ouais, montrez là, il est à chier par contre. Ok, le BSR, il est ici. Donc c'est quoi le BSR déjà? C'est la banque. Ouais, qui est sur quelle taille? 4 bits. 4 bits, ok. Et l'Access Bank, c'est à droite. Access Bank, il est là. Ok. L'Access Bank, en fait, lui, pareil, il va gérer ces 4 bits. Pourquoi? Parce que de toute façon, il me faut 12 bits, c'est marqué là, pour accéder à la mémoire de données. Ok. J'ai deux choix. Quand je mets, par exemple, je veux accéder à la variable d'adresse 15, et ben soit il va me choisir avec l'Access Bank de remplacer ça par 0000 pour dire j'accède à la donnée 15 de la banque numéro 0. Soit ici dans BSR, j'avais écrit, comme tout à l'heure, j'avais écrit par exemple, je veux accéder à la banque numéro 2. Donc la banque numéro 2, c'est ça. Et bien en fait, voilà, il va écrire ces 4 premiers bits là, plus les 8 bits qui sont stockés dans l'instruction. Et les 8 bits qui sont stockés dans l'instruction, ils vont arriver là. 4 bits du BSR ou de l'Access Bank, plus les 8 bits de la donnée qui est stockée dans l'instruction. Ça va former les 12 bits qui vont nous permettre de choisir la donnée dans l'intégralité de la RAM. Ok. Donc cette partie-là, elle est un petit peu tricky. La partie Bank Select Register et puis Access Bank, c'est quelque chose qu'on verra de façon un petit peu en TP. Voilà, donc c'est pas si grave si vous n'avez pas tout de suite. Mais ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que voilà, c'est une manière, surtout pour résumer, c'est une manière de pouvoir accéder à une variable sans mettre l'intégralité de son adresse dans le mot de l'instruction, pour faire en sorte que l'instruction, elle dépasse pas 16 bits. Voilà, que l'instruction, elle soit sur 16 bits uniques. Ok. Et donc si je résume là-dessus, les mémoires, qu'est-ce qu'il y a comme mémoire? Il y a 3 mémoires dans le microcontrôleur. Alors, la flash, elle sert à quoi? Ça, c'est pour stocker le programme. La RAM, elle sert à quoi? Pour les données. Ouais, pour les données, pour stocker les calculs sur le, enfin pour effectuer les calculs sur instant. Et les PROM, C'est pour stocker les pour stocker des données. Voilà. C'est pas forcément des constantes, hein, c'est pas des variables. Pour stocker des données, mais juste que quand on éteint le microcontrôleur, les données persistent. C'est une carte SD, ouais, si tu veux. Souvent, on l'a pas directement sur le microcontrôleur. Ça dépend du microcontrôleur. C'est ok? Ouais, oui. Très bien. Et bien on s'arrête là.